Je préside cette université depuis le 14 janvier 2021. J'ai été professeure dans cette université auparavant, vice-présidente du conseil d'administration pendant le mandat précédent et présidente depuis 1 an. J'ai soutenu un doctorat, j'ai été maître de conférence à la faculté de droit de Montpellier. Puis j'ai passé le concours d'agrégation de droit, j'ai été à la suite du concours professeur agrégé, en poste à l'université de Toulouse. Je suis revenue à l'université de Montpellier pour enfin arriver à Paris 1 en 2012. Et j'ai eu un parcours de professeur tout à fait classique, de cours, de recherche, voilà, de direction de centre de recherche ou de master également, voilà, tout à fait classique. Si j'ai choisi cette voie, c'était vraiment parce que l'enseignement, la recherche me plaisait énormément, la liberté académique aussi. Je crois que quand on est professeur d'université, c'est aussi une vocation. On a l'envie de pouvoir développer une pensée, une recherche, et on est extrêmement attaché à la liberté de pensée, à la liberté académique, à la liberté de recherche. Je crois que c'est ce qu'on vient chercher à l'université, c'est vraiment cela. Et c'est pour ça que j'ai voulu être professeur. Mais au fil de la carrière, voilà, on est enseignant, on est chercheur, puis on prend des responsabilités administratives, comme je vous l'ai dit, en dirigeant un centre de recherche, en dirigeant une école doctorale, et voilà, on devient intéressé par d'autres fonctions. On se prend aussi au jeu de penser l'université dans toutes ses disciplines, dans toutes ses actions, dans toutes ses activités. C'est quelque chose qu'on découvre après, en fait, et qui n'est pas forcément rattaché au métier d'enseignant-chercheur. Et j'ai découvert ces métiers-là, cette envie d'apporter une petite pierre, voilà, à l'édifice de l'université, dans son fonctionnement, dans son développement. Essayer voilà, d'aider mes collègues à pouvoir offrir une université en développement, une université d'excellence. Très simplement, pour être élu, il fallait avoir 19 voix. J'avais 18 voix, elle en avait 16. Et on était bloqués. On a décidé de discuter. Soraya Messaï-Bahri est vice-présidente du conseil d'administration, chargée des relations humaines, et je suis présidente. Je pense que c'était très important pour notre université. C'est ce qu'on a souhaité faire, c'était de mettre en avant le bien commun, c'est-à-dire se mettre au service de notre université, apporter de la sérénité. On a su, je crois, le faire, mais pas que nous deux. C'est ça qui est important. Nos équipes ont su le faire, puisqu'il n'y a plus qu'une équipe. Voilà, ça c'est une réalité 1 an après, même de façon extrêmement rapide. Les collègues qui étaient sur les listes de Soraya, comme ceux qui étaient sur mes listes, se sont rejoints, ont travaillé ensemble. L'ensemble des vice-présidents sont issus des 2 listes. Et voilà, ils travaillent tous main dans la main, d'arrache-pied. C'est une équipe au travail, au service vraiment de notre maison commune. Et ça se passe très bien. À la fois, il y a un vrai rassemblement des personnes, mais au service d'un projet, et d'un projet commun, qui permet de réinventer Paris 1 en commun. L'idée aussi, c'était de faire en sorte qu'on travaille vraiment dans le dialogue, la collaboration, avec une notion assez participative au sein de l'université. Pour tout vous dire, moi je suis spécialiste de droit du travail, et particulièrement de négociation collective, de relations collectives et de négociation collective. Donc la question du dialogue social et du dialogue dans toutes ses formes est quelque chose qui me paraît particulièrement important. Donc l'idée, c'était de vraiment mettre en place une autre façon de fonctionner. Et un exemple pratique, on a décidé d'engager un agenda social avec les partenaires sociaux, donc avec les syndicats représentatifs des personnels à Paris 1, qui vient développer une concertation, un dialogue social, une concertation avec les partenaires, avec bien entendu le rôle des conseils, que ce soit le conseil d'administration, le conseil académique, leurs rôles sont bien entendu respectés, leurs prérogatives. Mais il y avait cette idée de développer voilà, une autre forme, d'ajouter une forme de dialogue et de concertation à ce qui était pratiqué d'habitude. Soberizing, qui est un projet que nous avons obtenu. On a candidaté dans le cadre du PIA, le projet d'investissement d'avenir. La première fois que Paris 1 obtient un PIA, un projet du PIA, à hauteur de 18,5 millions d'euros. C'est la première fois aussi qu'une université de sciences humaines et sociales obtient ce type de projet. On l'a fait en arrivant voilà, on venait d'arriver. Ça a été un travail considérable, mais c'est un signal formidable pour notre université.
Pour l'essentiel, c'est à la fois une montée en compétence de l'ensemble de nos personnels, les anciens chercheurs, des personnels administratifs et des étudiants, c'est-à-dire leur offrir des formations différentes, que ce soit en langue, en soft skills, en compétences, pour de la mobilité également pour nos personnels. Et il y a après tout un aspect aussi qui est très important pour moi, c'est des mécanismes qui vont nous permettre d'avoir un vrai impact sur la société. Je pense que les universités de sciences humaines et sociales ont beaucoup à apporter à la société, aux grandes transformations à venir, hein, du temps présent et du futur. Et on va essayer de se mettre à la disposition des débats dans la société pour essayer aussi de faire en sorte que ces débats puissent en tout cas mettre à la disposition de ceux qui voudraient débattre des données objectives, pour éviter non aussi tout ce qui peut être fake news ou remise en cause du fait scientifique, que je trouve particulièrement grave à notre époque. Donc l'idée, c'est de prendre notre place dans notre environnement, dans la société, pour essayer de contribuer à poser de façon scientifique et objective les conditions des futures grandes transformations, que ce soit dans le développement durable ou dans la gouvernance publique, par exemple. On est très professionnalisant. Si vous voulez, on pourrait vous donner les taux de professionnalisation et d'entrée dans l'emploi de nos étudiants quand ils sortent après le Master 2. Donc une fois qu'ils ont leur Master, on a des taux de placement qui n'ont rien à envier aux écoles de commerce ou autres formations privées ou de sciences dures. Vous avez de plus en plus, par exemple, d'étudiants formés en philosophie, à l'éthique, qui sont recrutés par des entreprises parce que les problèmes d'éthique sont de plus en plus prégnants dans l'entreprise, de conflits d'intérêts, de gestion des conflits d'intérêts. Donc il y a de vrais métiers nouveaux qui se créent pour ces filières qu'on pourrait imaginer pas en prise avec l'entreprise et qui en revanche, si, le deviennent vraiment. On a le projet, notamment dans Surprising, de prévoir des cours, alors sous forme de certificats sans doute, que les étudiants pourront suivre en plus. Ça s'ajoutera à leur cursus disciplinaire normal, une licence d'histoire, de géographie par exemple, et particulièrement des certificats en développement durable et transition, sur les questions de transition écologique également, parce qu'on estime que ça sera des compléments utiles à leur formation de base. On voudrait aussi le faire en matière d'intelligence artificielle, parce que dans beaucoup de métiers, alors par exemple les métiers du domaine juridique, hein, que ce soit avocat, notaire par exemple, mais aussi en économie ou en gestion, vont être très fortement impactés par l'intelligence artificielle. Donc l'idée, c'est, au-delà des formations de master que l'on peut faire et développer sur ces thématiques-là, c'est dès la licence, leur donner une petite initiation, enfin, ceux qui le souhaiteraient, être initiés à ces problématiques-là, pour leur donner le goût aussi d'imaginer les métiers qu'ils auront demain et de se préparer aussi à sans doute devoir évoluer par une formation tout au long de la vie, voilà, pour s'adapter aux évolutions de métiers. Il ne faut pas perdre de temps, donc c'est agir vite, très vite, le faire mais très vite, mais avec de la sérénité et un peu de recul. Il faut prendre aussi le temps de l'analyse, et puis une fois qu'on pense que c'est la bonne voie pour l'université, le faire. Je suis assez optimiste. On va encore, je pense, cette année soumissionner à de nouveaux appels à projets sur d'autres thématiques. C'est notre université européenne depuis 2018. Alors c'est une université, on l'a structurée autour de statuts avec l'université d'Édimbourg, K Leuven en Belgique, la FRAI de Berlin, Complutense de Madrid, Bologne pour l'Italie et la Jagellonne de Cracovie et Helsinki. Et depuis peu l'université de Leiden qui vient de nous rejoindre des Pays-Bas. L'idée, c'est de constituer une université avec une mobilité des étudiants, des diplômes communs, des unités de recherche communes à terme. On a 5 thématiques de recherche qui ont été définies dans cette université. Le développement durable, le patrimoine culturel, l'intelligence artificielle, One Health, la santé, et les études européennes. Et donc là, on a déjà créé un bachelor d'études européennes qui est un bachelor commun. On va en créer un en matière de développement durable. On a créé un doctorat commun en patrimoine culturel. Donc voilà. Puis de la mobilité, hein, ce sont des échanges à la fois de personnel et d'étudiants. Voilà, c'est une vraie belle aventure.
si vous voulez, l'international a toujours été un des points forts de Paris 1 et un des points de développement auxquels on a tous les présidents ont été attachés. Nous avons aussi une particularité, c'est que nous avons des filières délocalisées. On a une filière notamment de juristes, d'économistes et de sciences politiques au Caire. Et notamment chez les juristes, nous avons licence et master, une vraie faculté au sein de l'université du Caire, mais qui est l'université Paris 1. Ce qui veut dire que des étudiants égyptiens, mais aussi des régions autour, peuvent venir suivre un diplôme Paris 1, c'est un vrai diplôme Paris 1, mais en Égypte. On a la même filière un peu équivalente en Roumanie, à Bucarest, en Argentine, à Buenos Aires, et aussi à Fès, au Maroc. Et on a aussi une filière, mais là c'est plutôt des masters, à Sofia en Bulgarie, et aussi pour les masters à Moscou. On a créé une fondation aussi, puisqu'on a beaucoup d'alumni, donc l'idée c'est de développer aussi des financements par le biais de la fondation, de tout type, ça peut être aussi du soutien aux étudiants. On a fait, grâce à la fondation, de la distribution alimentaire aussi pendant la période Covid, par exemple. Les entreprises sont nos partenaires obligatoirement. Tous nos étudiants partent en stage, notamment au niveau master, mais souvent avant en licence, partent en stage dans des entreprises. Des dirigeants d'entreprise ou des salariés, des professionnels libéraux interviennent dans nos formations. Il y a un vrai aller-retour. Ils interviennent dans nos formations comme enseignants. Parfois, ils sont aussi professeurs associés à l'université. Donc les liens sont quotidiens, vraiment. On a énormément développé l'apprentissage, là qui depuis 3 ans vraiment se développe à vitesse grand V. Les collègues en ont compris l'intérêt. Les étudiants sont très demandeurs. Et pour moi, je trouve que, alors tout dépend des formations, mais c'est une formation formée très très bien, surtout sur la dernière année de master, en master 2, parce que ça permet à l'étudiant de commencer à avoir une sorte d'appréhension pratique de l'entreprise, du travail en entreprise. Ça permet de déboucher sur des emplois, ou en tout cas de se faire une première expérience, et c'est quelque chose qui est particulièrement fructueux, oui. L'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne est composée bien entendu de conseils centraux, conseils académiques, conseils d'administration, donc qui sont nos instances décisionnelles, mais au quotidien il y a une équipe de vice-présidents, vice-présidents et vice-présidentes délégués, une présidente, un DGS, un directeur général des services qui chapeaute toute l'administration, et une directrice de cabinet qui est rattachée à la présidente. Donc c'est cette équipe-là qui au quotidien s'occupe de la gestion et de la coordination de la gestion à l'échelle de l'université. L'idée, ça a été de remettre de la sérénité. Voilà. Essayer de bâtir un cap dans les périodes qui étaient quand même difficiles, assez troublées, avec beaucoup de consignes gouvernementales qui étaient tout à fait justifiées, mais qui parfois changeaient assez rapidement. L'idée, c'était d'avoir un cap qui était le retour au présentiel, c'est-à-dire faire en sorte qu'à la fois les personnels, les anciens chercheurs, personnels administratifs, puissent revenir le plus rapidement travailler dans les lieux, dans les locaux, et faire en sorte aussi que les étudiants puissent revenir faire leurs cours en présentiel. Ça, c'était vraiment l'objectif. On n'imagine pas l'impact du distanciel et du confinement sur les étudiants. Je pense que c'est plutôt l'impact psychologique, moi, qui me marque quand on parle avec les étudiants ou les messages qu'on a pu recevoir. Est-ce que ça change? Je pense peut-être le regard qu'on porte sur l'université. S'il fallait vraiment trouver une différence, il y a peut-être une plus grande attention portée au quotidien, aux petites choses du quotidien. Je crois que ça, c'est peut-être le point important. C'est-à-dire que je suis convaincue que pour pousser nos collègues à porter des projets, comme on vient de le faire pour le PIA ou pour des projets de financement européen, etc., il faut d'abord qu'ils aient des conditions de travail au quotidien améliorées. Voilà. Et ce n'est qu'à ces conditions-là qu'ils porteront des projets, on pourra se développer. J'ai une équipe qui est paritaire, dans les vice-présidents, etc. Il y a beaucoup de femmes, et il y a des hommes et des femmes à parité quasiment, ou même peut-être un peu plus de femmes, je crois. Peut-être tout à fait indirectement, parce que dans ma famille, les femmes travaillaient depuis toujours. J'ai même eu une arrière-grand-mère qui était seule, a élevé seule ses enfants en 1920, donc a dû travailler, voilà, et faire vivre sa famille toute seule.
Donc peut-être c'est quelque chose qui, si vous voulez, c'était pour moi évident. Voilà, une femme qui travaille, qui prend des responsabilités, qui décide, c'est le modèle quotidien que j'ai eu. Enfin, donc ça me paraissait évident. D'instinct, je ne fais pas de différence parce que ça me paraît naturel. Et je comprends aussi que, bien entendu, ça ne l'est pas. Statistiquement, dans la société, il est clair qu'il y a souvent un plafond de verre. Je ne remets pas du tout cela en cause. Mais mon expérience personnelle, j'ai rarement eu l'occasion de sentir que parce que j'étais une femme, je ne pouvais pas progresser à l'université. Je l'ai parfois un peu ressenti. Vous voulez vraiment une anecdote? Alors, une anecdote pour tout vous dire, mon mari était professeur d'université également. Et dans une autre université, pas celle-ci, où on était tous les deux en poste, un jour, on a reçu une invitation pour je ne sais pas quel événement, et il y avait marqué « Monsieur le professeur et Madame ». Et ça, j'avoue, je crois que c'est une des rares fois où ça m'a marqué. Voilà. Parce que ce n'était pas Monsieur le professeur et Madame, c'était Monsieur le professeur et Madame la professeure, tous les deux à égalité pour bénéficier de l'invitation à un événement de l'université de surcroît. Voilà. Voilà. Donc parfois, il y a peut-être ce genre de petites choses qui peuvent être marquantes. Ouais. Si l'excellence pour vous, c'est les classements, non. Voilà. Parce que les classements, alors ce sont des indicateurs, il ne faut pas les rejeter, il faut savoir les interpréter, les utiliser. Et, ça donne quelques repères, mais ils ont de véritables biais, notamment pour une université de sciences humaines et sociales comme Paris 1. Je pense qu'elle est dans l'ADN de Paris 1 depuis son origine. C'est-à-dire que pour nous, l'excellence, c'est porter nos étudiants et le plus grand nombre d'étudiants vers l'excellence, c'est-à-dire vers des compétences, vers des connaissances qui les amèneront à être les meilleurs dans leur métier, avoir les plus belles carrières professionnelles possibles. Et on a d'illustres anciens. Voilà, c'est ça pour moi l'excellence, c'est l'excellence de la recherche, c'est pouvoir faire venir à Paris 1 les meilleurs des collègues dans leur spécialité. Donc l'excellence pour moi c'est quelque chose qui se vit au quotidien pour amener à la fois nos chercheurs et nos étudiants à donner le meilleur d'eux-mêmes, à monter les plus beaux projets possibles de recherche et à quelque part faire en sorte que nos étudiants aient les plus belles carrières et que nous puissions en tant que chercheurs apporter notre contribution la plus forte possible à la société. Je crois que c'est ça l'excellence, c'est cet objectif-là. Et puis pour une présidente, c'est essayer de faire en sorte qu'aussi on ait les meilleures conditions de travail pour l'ensemble des personnels. Ouais. Comment vous dire? Je pense que c'est plutôt que les universités n'ont pas accès aux médias. On a l'idée aussi de monter quelque chose qui s'apparenterait à un think tank de l'université pour aider justement notamment les pouvoirs publics à avoir accès à de l'information scientifique vérifiable, etc. Donc ce qui passe aussi par le fait de faire l'interface entre les médias et l'ensemble de nos collègues enseignants-chercheurs pour que si un média a un besoin spécifique, on puisse lui dire voilà, tel collègue, donc particulièrement les femmes bien entendu, voilà, faire cette intermédiation, cette interface pour que nos collègues aient aussi accès aux médias et réciproquement sur des sujets de spécialité. Parfois s'il faut un spécialiste de ce qui se passe en Syrie parce qu'on a des archéologues qui connaissent parfaitement les sites et la vie, vous pouvez avoir un interlocuteur particulièrement compétent. Je pense que il y a des difficultés selon les disciplines. Vous avez des ratios hommes-femmes qui sont assez variables. Il y a quand même de plus en plus de femmes à l'université. Et si les universités étaient davantage présentes notamment la presse nationale, dans les journaux nationaux emblématiques, je pense que ça donnerait plus de voix et plus de poids aux femmes. Et je vous dis, c'était une conversation que j'ai eue à midi avec des collègues étrangers qui comparaient notamment la presse allemande et la presse française de même niveau national, de haut niveau, et ils étaient assez interloqués du fait de ne quasiment jamais voir les universités dans la presse nationale française, alors que dans la presse allemande, c'est très très fréquent. Oui, oui. Moi, très, très simplement, mais moi, la plupart du temps, quand on vient sauf vous, bien entendu, mais lorsqu'on m'interviewe, on m'interroge, c'est simplement parce qu'il y a une difficulté à Paris 1 et qu'on fait une sorte
de feuilleton, c'est le feuilleton Paris 1, il n'y a pas les blocages, alors qu'il y a tellement d'autres choses. Et voilà, je pense peut-être qu'il faut s'habituer au fait qu'il n'y a pas que les grandes écoles en France, il n'y a pas que les écoles, il y a aussi l'université a énormément de choses à apporter et à faire découvrir.